Chez Life Together, nous faisons plus que vous soigner. Nous sommes à vos côtés avec attention et bienveillance à chaque étape de votre parcours de santé et de bien-être. Dans nos cliniques de Forbach, Tamarin et à la clinique Bon Pasteur à Rosil, vous bénéficiez de services médicaux complets. Consultation, imagerie, analyse laboratoire, urgence, chirurgie, maternité, réhabilitation et hospitalisation à domicile. Life Together, parce que votre santé nous tient à cœur. Plus d'informations sur lifetogether.mu. Votre santé, notre priorité. Bonjour et merci de retrouver le Radio Plus pour Allo Docteur. Et aujourd'hui, mardi 26 novembre, nous cause le cancer de la prostate détecté, traité, surmonté. Alors, comment ça te connaît? Le mois de novembre, elle a le mouvement Movember, justement, que beaucoup de garçons, beaucoup de messieurs, de gars, de moustaches, justement, à cause de sa initiative mondiale qui vise à sensibiliser le public aux problèmes de santé masculine, notamment cancer de la prostate, cancer des testicules et aussi de la santé mentale. Donc, aujourd'hui, nous mettons l'emphase au cancer de la prostate, les facteurs de risque, symptômes avancés dans le dépistage, un traitement aussi. Et nous avons avec nous le docteur Jean-François Bizet, qui est urologue à la clinique Life Viva et à la clinique Bon Pasteur. Bonjour. Bonjour. On a aussi le docteur Oumar Morla, généraliste et operations manager de la clinique Life Viva, qui se trouve à Forbach et Tamarin. Bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Alors, justement, quand nous cause le cancer de la prostate, quand on parle justement du cancer de la prostate, il faut savoir d'abord, c'est quoi la prostate? C'est quoi une prostate? Où se situe la prostate? Absolument. C'est une très bonne question parce que quand on questionne les gens, quels qu'ils soient, quand on leur demande, tout le monde a entendu parler de prostate, mais personne ne sait à quoi sert la prostate. Ouais. La prostate, c'est une petite glande qui se trouve sous la vessie, qui est traversée par le canal urinaire qui permet d'uriner et qui a un rôle essentiel dans la reproduction. Elle va fabriquer le liquide spermatique. 80-90% de ce qui est éjaculé au moment d'un rapport sexuel, c'est un liquide fabriqué par la prostate qui sert à ce que les spermatozoïdes puissent survivre, puissent se déplacer et résister aux agressions dans leur long chemin vers un éventuel ovule. Donc c'est une glande qui a un rôle essentiel dans la reproduction. Passé l'âge de la reproduction, à partir de la cinquantaine, va-t-on dire, c'est une glande qui n'apporte plus que des soucis, entre guillemets, parce que peuvent se développer au sein de cette glande des pathologies tumorales, bénignes ou malignes. On parle d'hypertrophie bénigne de la prostate, quand la prostate augmente de volume et qu'elle va donc occasionner des signes urinaires que les gens connaissent, avec des envies d'uriner plus fréquentes, plus urgentes, une faiblesse du jet. Et puis, et c'est le sujet d'aujourd'hui, peut se développer un cancer de la prostate. Alors, quels sont les facteurs de risque de ce cancer de prostate? Puisqu'on va essayer d'accélérer. Ouais. Le principal facteur de risque de cancer de prostate, c'est la génétique. C'est-à-dire que si vous aviez eu dans votre famille proche un cancer de prostate, chez votre frère, votre père, votre oncle, vous augmentez votre risque de développer un cancer de prostate. Un membre de la famille directe touché par un cancer de prostate, ça multiplie par 2 le risque de cancer de prostate chez vous. 2 membres de la famille directe, ça multiplie par 8 le cancer de prostate. Or, on estime actuellement que, en Europe en tout cas, environ 7% des hommes vont être touchés un jour par un cancer de la prostate. Donc, quand vous multipliez par 2, ça fait 15% à peu près, mais quand vous multipliez par 8, si vous avez 2 membres de votre famille, c'est plus un risque sur 2 de développer un jour un cancer de la prostate. Donc, le risque génétique est important. Dans ce risque génétique aussi, on va retrouver l'origine ethnique. Toutes les personnes qui ont du sang africain, de l'Afrique subsaharienne, donc les Afro-Américains, les Afro-Antillais, les Afro-Réunionnais, les Afro-Mauriciens, tous les gens qui ont des racines africaines ont un risque augmenté de cancer de prostate par rapport au reste de la population. À l'inverse, il y a des populations qui sont protégées, les personnes d'origine asiatique notamment. Autre facteur de risque qui a été récemment identifié, c'est l'obésité. Les gens obèses vont développer plus de cancer de prostate et par ailleurs des formes plus agressives de cancer de prostate. Voilà. Donc, à partir de là, ça va nous permettre de mettre en place une stratégie de dépistage, une stratégie de rechercher. Chez qui doit-on rechercher ces cancers de prostate? Donc, dans les populations que j'ai évoquées, les familles et les gens avec une origine ethnique africaine, il est conseillé actuellement de pratiquer un premier dépistage du cancer de la prostate entre l'âge de 45 et 50 ans. D'accord. Et il y a aussi le cancer des testicules. Oui, comment différencier un cancer de la prostate et un cancer des testicules? Alors,
ce sont des glandes qui sont connectées, mais qui sont totalement différentes. Et effectivement, le mois de novembre est un mois de sensibilisation au cancer masculin, parmi lesquels il y a le cancer du testicule et de prostate. Le cancer de prostate concerne des personnes âgées à partir de 50 ans. Le cancer du testicule concerne essentiellement des sujets jeunes. Il survient entre l'âge de 15 et 40 ans. C'est un cancer qui est beaucoup plus rare que le cancer de prostate. On va aller vite sur le cancer du testicule. En tout cas, le diagnostic repose, comme le cancer du sein, sur l'autopalpation des testicules. On demande aux jeunes, de temps en temps, pas tous les jours, mais de se palper les testicules et de voir s'il apparaît une anomalie qui n'était pas là auparavant à l'intérieur des bourses, et donc à partir de là, consulter. Le cancer du testicule, comme je disais, il est rare, et par ailleurs, c'est un cancer, j'ai pas envie de dire gentil, mais relativement gentil, dans la mesure où on en guérit plus de 99% des cas, et ce, quel que soit le stade de la maladie. Ok. Alors, quels sont les symptômes les plus courants et qui peuvent alerter la présence de ce cancer dans la prostate? Yes. En pratique, il n'y a pas de symptômes du cancer de la prostate, sauf à un stade avancé tardif. Donc, il ne faut jamais attendre des signes en se disant des signes urinaires ou des signes à distance pour faire un diagnostic de cancer de prostate. Les signes sont extrêmement tardifs et ils vont être liés soit à la diffusion de la maladie à distance, dans les os, dans les organes, et provoquer des douleurs, un amaigrissement, soit à l'envahissement local et provoquer des signes urinaires, voire au niveau du transit intestinal. Donc, comme je le disais, ces signes sont tardifs et il est impératif de ne pas attendre d'avoir des signes pour se poser la question du cancer de la prostate. Et la stratégie actuellement repose sur un dépistage, ce dépistage qui va reposer sur un dosage sanguin, une protéine qu'on appelle le PSA, qu'on va doser dans le sang. Normalement, le PSA, c'est une protéine qui est présente dans le sperme et qui va passer de manière très 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 faible dans le sang. Sauf que quand il y a une pathologie prostatique, ce taux faible dans le sang va augmenter parce que la prostate est désorganisée et que donc il y a des passages dans le sang plus importants et on va voir monter ce dosage dans le sang. Et c'est à partir de là, à partir du PSA, qu'on va savoir si le patient a un risque de cancer de prostate. Alors ce PSA, il doit être combiné par l'urologue ou par le médecin à un examen clinique de la prostate et aussi à une estimation du volume prostatique pour voir si effectivement il y a ou il n'y a pas un risque de cancer de prostate. D'accord, alors nous rappelons que cause le cancer de la prostate, capable de téléphoner au 208 49 99 59 99. Alors, docteur Oumar Morla, quand nous regardons la situation à Maurice, est-ce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui ont un cancer de la prostate? Quelle est la situation à Maurice? Alors, à Maurice, effectivement, il y a le cancer le plus répandu parmi les hommes, le cancer de la prostate. Et c'est un petit peu le cas partout ailleurs. Le problème là-dedans, c'est qu'à Maurice, très souvent, le dépistage ne se fait pas de façon précoce et de façon systématique. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que le taux de mortalité à Maurice est plus élevé qu'à l'étranger. Et la solution à ça, c'est justement se faire dépister le plus rapidement possible, comme le docteur peut mentionner, faire un taux de PSA et éventuellement faire une consultation avec un urologue pour qu'à partir de là, il y ait un diagnostic qui est le plus précoce possible. D'accord. Les derniers chiffres dont on dispose à Maurice, c'est 2022. Il y avait environ 230 nouveaux cas de cancer de prostate en 2022, mais 118 morts, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que, vous voyez, il y a quasiment une mortalité de 50%. En Europe, en France ou dans d'autres pays, en France, il y a 60 000 nouveaux cas par an, il y a 8 000 morts. Donc ça fait plus qu'une mortalité de 8%. Donc, vous voyez donc qu'il y a une très grosse différence de mortalité de la maladie due grâce au dépistage. Et au traitement précoce de cette maladie. D'accord. Et peut-on prévenir le cancer de la prostate? Alors, prévenir le cancer de la prostate... disons qu'il n'y a pas de prévention formelle, mais par contre, on sait qu'il y a des régimes alimentaires qui sont promoteurs du cancer de la prostate et d'autres qui protègent légèrement du cancer de la prostate. Par exemple, les végétariens font moins de cancer de prostate. À l'inverse, les régimes riches en viande et en graisse brûlée, le barbecue avec des choses bonnes, en quelque sorte, sont promoteurs du cancer de la prostate. Par ailleurs, dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle les œstrogènes naturels et des lycopènes. Donc, ce sont des molécules qu'on retrouve dans le soja, par exemple, les œstrogènes naturels,
Et les lycopènes, c'est tout ce qui colore en rouge les aliments, les grenades, la pastèque, les tomates. Ça, ce sont des molécules qui sont légèrement protectrices du cancer de prostate. Mais ça, c'est des statistiques sur de larges populations. On prend 500 000 personnes qui mangent des viandes grillées, on en prend 500 000 qui mangent un régime plutôt asiatique, on va dire. Et on va voir qu'il se développe beaucoup moins de cancer de prostate dans cette population. Ok. Et comment se passe le dépistage? Eh bien, comme je vous le disais, le dépistage, donc alors actuellement, aucun pays au monde ne recommande de dépistage systématique du cancer de la prostate, d'accord ? Comme on le fait des fois pour le cancer du sein ou pour le cancer de l'utérus chez la femme. Actuellement, il n'y a pas de recommandation de dépistage systématique parce que, en fait, c'est une maladie un peu complexe et on va peut-être pas s'étaler, mais si on recherche beaucoup de cancers de prostate à tout âge, on va en trouver qui ne demandent rien à personne et qui ne se seraient pas manifestés. Et ça va induire ce qu'on appelle du surdiagnostic. C'est-à-dire qu'on diagnostique des cancers dont on ne sait pas la gravité. Et puis d'autre part, le diagnostic du cancer de prostate va induire d'éventuelles morbidités, comme on dit, des complications. Le fait de faire des biopsies de la prostate peut induire une infection de la prostate. Et puis ça va induire des coûts de santé aussi, parce qu'on va faire une échographie, une IRM, des biopsies. Des coûts de santé qui au final ne sont pas forcément rentables pour le pays en question. Mais par contre, les sociétés savantes recommandent actuellement de faire un dépistage individuel, ciblé, en ayant informé le patient sur les avantages et inconvénients. Et ce dépistage, il repose, comme je vous le disais, sur le PSA et sur un examen clinique de la prostate. D'accord. Alors, docteur Omar Morla, dites-moi un peu, est-ce qu'ici à Maurice, il y a un homme qui vient faire des dépistages de la prostate, du cancer de la prostate? Oui, il y en a, de plus en plus d'ailleurs, et qu'heureusement, c'est un petit peu la raison pour laquelle aujourd'hui, surtout pendant le mois de novembre, nous remettons un petit peu en situation pour faire un état des lieux, pour faire un peu plus de sa awareness là, pour faire Mandimoun vienne de plus en plus vers un centre de santé. Très souvent, c'est Mandimoun à travers sa awareness programs là qui se décide pour éventuellement venir de l'avant et faire un test quand à la base peut-être il y a un petit peu tabou de penser dans certaines bonnes symptômes ou bien se dans symptômes du tout et après quand je fais un test de te réaliser qui au fait je nécessite une prise en charge. Alors, c'est beaucoup plus man jeune ou man moins jeune? Non, pas de moins jeune. En général, pour le cancer de la prostate, c'est en majorité late 40s ou bien à partir de la cinquantaine. Et justement, à la clinique La Viva, est-ce que vous mettez à la disposition de man personnes, man dépistage, différents programmes peut-être? Bien sûr. Alors, nous centre de diagnostic qui s'appelle Life Nova Plus, nous retrouvons à Forbach et à Tamarin. D'ailleurs, c'est là-bas que Dr Bizet fait son consultation et aussi à la clinique Bon Pasteur à Rosil. Et donc, il y a un système que les patients capables de venir faire ce dépistage et après, il y a une consultation avec le urologue. D'accord. Ben voilà, vous êtes capable de téléphoner le 208 49 99 59 99 pour cette bonne question ou même vous êtes capable de poster cette bonne question là nous live, là Facebook. Nous rappelle nous because le cancer de la prostate, des fois nous pas connaît, nous capable de gagner une douleur, mais comment reconnaître un cancer de la prostate justement? Docteur Jean-François Bizet, urologue Life Viva Clinique Lila avec nous et il nous rappelle qu'il donc les films in un courrier international à la Réunion, au Vietnam, Nouvelle-Calédonie et l'une dépose se valise ici à Maurice et c'est capable de consulter avec lui bien sûr la clinique La Viva. Nous pourrons à l'occasion revenir avec cette bonne appel et d'autres questions bien sûr. Restez à l'écoute de Radio Plus. Chez Life Together, nous faisons plus que vous soigner. Nous sommes à vos côtés avec attention et bienveillance à chaque étape de votre parcours de santé et de bien-être. Dans nos cliniques de Forbach, Tamarin et à la clinique Bon Pasteur à Rosil, vous bénéficiez de services médicaux complets. Consultation, imagerie, analyse laboratoire, urgence, chirurgie, maternité, réhabilitation et hospitalisation à domicile. Life Together, parce que votre santé nous tient à cœur. Plus d'informations sur lifetogether.mu. Docteur, votre santé, notre priorité. 9h32, merci de nous retrouver pour la suite de cette émission à le docteur consacrée au cancer de la prostate et avec nous en studio le docteur Jean-François Bizet, urologue Life Viva Clinique et à la clinique Bon Pasteur et docteur Omar Morla, généraliste et operations manager de la clinique Life Viva qui se trouve donc à Forbach et Tamarin. Vous êtes capable de téléphoner le 208 49 99 59 99 et nous remercions bien sûr Vénan Koulen et Roshan Tuni à la réalisation de cette émission. Alors docteur, on a parlé
bien sûr de ce cancer et bien sûr du dépistage. Et dites-nous un peu comment se déroule le diagnostic du cancer de la prostate. Une fois qu'on a vu ce patient avec un PSA élevé, qu'on l'a examiné, on pense qu'il y a un risque de cancer de prostate. Actuellement, les recommandations, c'est de faire une IRM de la prostate, une imagerie de la prostate, de manière à voir s'il y a des zones anormales dans cette prostate. À partir de là, l'étape suivante, c'est de réaliser des biopsies de la prostate, prendre des petites carottes dans la prostate pour analyser les cellules qui ont été repérées soit par l'examen clinique, soit par l'IRM, et diagnostiquer le cancer et notamment diagnostiquer son agressivité. Et y a-t-il des effets secondaires des traitements ? Alors, les effets secondaires du diagnostic, comme je le disais tout à l'heure, c'est éventuellement des infections prostatiques qui restent rares, mais qui peuvent être sévères. Bon. Après, une fois qu'on a fait ce diagnostic de cancer de prostate, on va le classer en 3 catégories. Ce qu'on appelle faible risque, risque intermédiaire ou haut risque. C'est le risque que la maladie progresse. Donc, quand on a mis le patient dans une de ces boîtes, dans les maladies de faible risque, actuellement, la plupart du temps, on va dire au patient, vous avez un petit cancer de prostate qui ne demande rien à personne, on va vous surveiller de près, mais on va ne rien faire pour l'instant. Ce qu'on appelle la surveillance active, ou watchful waiting en anglais. À partir du moment où on rentre dans un risque intermédiaire, donc c'est une maladie qui a un potentiel risque de progression, on va proposer des traitements. Il y a toute une variété de traitements possibles. Et disons qu'actuellement, pour les maladies agressives, les 2 traitements de référence pour des maladies agressives localisées qui sont restées dans la prostate, ça va être la chirurgie ou la radiothérapie. Chacune de ces prises en charge apporte le même taux de guérison. Et donc le choix du traitement va être fait entre le praticien et le patient en fonction de ses priorités, en fonction de ses peurs, en fonction de ses moyens, enfin en fonction de beaucoup de choses. Et chacune de ces prises en charge va avoir des conséquences éventuelles différentes. La chirurgie peut induire des problèmes de continence et des problèmes d'érection. La radiothérapie peut induire des problèmes urinaires, des problèmes de saignement secondaire dans la vessie, dans le rectum, et puis aussi à terme des problèmes d'érection. Donc voilà, c'est à la lumière de tous ces éléments qu'on va prendre en charge le patient par une stratégie ou une autre. D'accord. Alors, docteur Mola, il a un impact justement quand un Michel il apprend qu'il a un cancer de la prostate. Il a beaucoup honté pour dévoiler un peu les symptômes qui étaient là. Et dis-nous un peu, donc comment vous accompagnez ces patients-là à la clinique? Alors très souvent, un patient qui finit gagne un diagnostic, qui finit connaît, qui à partir de maintenant, c'est un cancéreux. Avant qu'il ait honte, il y a beaucoup de panique. Honte en général, c'est au moment du dépistage, c'est avant de faire un dépistage, c'est au moment que de cause là. Très souvent, vous mettant en question cette masculinité, cette virilité à cause non mais moi j'ai tel symptôme, moi besoin là-bas, moi besoin d'un médecin, moi pas trop envie, etc. Mais après, une fois qu'il finit arrive le moment pour faire un diagnostic, très souvent c'est panique, c'est juste moi pas pour checker tension lipositif, qui m'a pour faire assez lipositif, aïe laisse après moi guetter. Et très souvent à cause de cette situation là, nous retrouvons avec un cancer d'un stage un petit peu plus avancé, que peut-être un petit peu plus compliqué pour nous capables de prendre en charge. Mais bien sûr, comme on peut dire, depuis le début, le message, l'éclair, c'est bien faire un diagnostic le plus tôt possible, une fois qu'il vient dans sa tranche d'âge là, ou bien qui ou a un membre de vos familles qui est touché par sa pathologie là, c'est à partir de là qu'il va faire un dépistage. Maintenant, si jamais il arrive le moment quand vous trouvez qu'il effectivement être diagnostiqué, très souvent c'est une panique, alors qui nous a, comme le docteur veut dire, beaucoup de moyens pour nous capables de prendre en charge correctement. Ce qu'il faut voir, c'est que le mot cancer, c'est un mot qui fait peur. Ouais, c'est un mot, quand on prononce ce mot, les gens fantasment, les gens s'imaginent, mais la famille cancer, c'est une très grande famille dans laquelle il y a des maladies de pronostics extrêmement différents. Il y a des maladies très graves, très rapides, le cancer du pancréas, les cancers du cerveau, les cancers du poumon, les choses comme ça qui nécessitent une prise en charge rapide. Par contre, le cancer de prostate, c'est une maladie lente et torpide qui menace le patient à 5 ans, 7 ans, 10 ans éventuellement. Si on ne fait rien après avoir diagnostiqué un cancer de prostate, ce que j'explique à mes patients, c'est qu'ils vont être tranquilles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne va rien se passer. Mais par contre, au bout de ces 3 ans, ils vont se retrouver face à une maladie évoluée, difficile à contrôler, enfin, qu'on ne pourra plus guérir, qu'on va juste contrôler par des traitements médicamenteux. Donc voilà, le cancer de prostate, et ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je rappelle aussi à mes patients au moment du diagnostic, c'est qu'on en guérit 95%.
On en guérit, et surtout 97% des patients ne mourront pas de leur cancer de prostate. Ils vont mourir d'autre chose parce qu'on les a tenus, même les gens diagnostiqués à un stade tardif, on les a tenus avec des traitements qui font qu'ils vont mourir d'un infarctus, d'un accident de voiture ou d'autres choses. D'accord. Alors là, nous avons un appel, 208 49 99 59 99, direction Pamplemousse. Nous avons Marilyn qui est avec nous. Marilyn, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, médecin. Oui. Oui, s'il vous plaît, enfin, je peux parler pour mon mari. Oui. Enfin, en vouloir lui faire un test, un bilan de santé, il a trouvé ce PSA un petit peu faux. Et puis, enfin, c'est vers le 12, quelque chose comme ça. Mais il a été voir un médecin, mais le médecin, il fait échographie, il fait ce pour rectum, plus question pour l'urine et tout, mais il n'a rien trouvé. Mais si je demande s'il y a quelque chose qui est louche quelque part ou... Quelque chose qui est louche. Alors, bien évidemment, se prononcer sur un dossier sans avoir vu tous les éléments, c'est un peu difficile, notamment le volume de la prostate qui peut modifier aussi le PSA sans que pour autant ce soit un cancer. Oui. Cela dit, quand on a un PSA à 12... si on prend tous les gens qui ont un PSA à 12, il y a déjà plus de 50% des gens qui ont un cancer. Oui. D'accord ? Oui. Donc normalement, enfin, encore une fois, il faut voir le volume de la prostate. Si elle est une très très grosse prostate, ça peut justifier un PSA non, à 12. Il n'a rien de problème concernant son prostate, alors, mais je sais pas, ils sont normaux. Bon. Oui. À partir de là, normalement, le chemin habituel, c'est de faire une IRM de la prostate pour vérifier voir s'il y a des zones anormales dans la prostate. Et en fonction de ça, ça peut déboucher sur des biopsies de prostate, comme on le disait un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut le faire, le biopsie, docteur ? Pardon ? Est-ce qu'on peut le faire, le biopsie ? Bien sûr, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Non, tous les urologues, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, font des biopsies de la prostate dans ces situations-là où il y a un doute sur un risque de cancer de prostate. Mais même s'il n'y a pas de symptômes, rien, tout est de normal. Comme je le disais précédemment, il ne faut jamais attendre les symptômes dans le cancer de prostate parce qu'ils sont très tardifs. Les symptômes vont venir quand le PSA il est à 50, à 100 et que là, la maladie a diffusé. Donc le fait de faire un PSA, c'est justement l'idée d'arriver tôt sur une maladie pour pouvoir la traiter facilement et guérir le patient dans la vaste majorité des cas. Oui. Ok, allô. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Marilyn. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous avons Rachida de Port-Louis. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe qui sont sur le plateau et tous les auditeurs de Radio Plus. Bonjour, nous écoutons question. Moi, je suis présidente d'une association qui a 135 personnes, de 18 à monter jusqu'à 80 années. Alors, il y a même une fait nos activités et il y a plusieurs qui font approche. Moi, monsieur, qui veut faire un traitement, qui ont gagné cancer prostate. Mais je paraît que il finit dans le net. Pareil que plusieurs coups de la bande docteur, le plateau, dire longtemps, nous connaissons dire cancer, nous payons. Mais longtemps, nous pouvons dire quand nous avons diabète, nous payons. Mais là, il y a arrivé, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie, si pas capable de faire une sensibilisation dans une association, lieu de travail, tu peux mieux voir plus aussi pour une personne, pour ne pas sensibiliser de payer quand c'est un cancer. Oui, merci Madame Rachida. Non, effectivement, c'est un petit peu faux qui nous essayons de faire, pas juste nous, mais aussi tout le centre de santé. Hein. C'est de faire une sensibilisation, une campagne, qu'éventuellement nous capables faire déjà mieux comprendre ce que c'est. D'ailleurs, c'est un petit peu la raison qui fait nous initier à la radio, mieux comprendre ce que c'est une pathologie prostatique là, et à partir de là, capable de prendre une prise en charge un petit peu plus adéquate. Merci. D'accord. Merci beaucoup Rachida. Et c'est vrai qu'il est très important de faire une campagne de sensibilisation. Peut-être dans un lieu de travail, je ne connais pas, ou peut-être éduquer plus les hommes au cancer de la prostate. Hein. Et justement, docteur, donc le cancer de la prostate, ça peut avoir un impact aussi sur l'intimité dans le couple. Alors, c'est pas tellement le cancer de la prostate qui va avoir un impact sur l'intimité, c'est la prise en charge du cancer de la prostate. C'est-à-dire que quand on est amené à être opéré, à recevoir de la radiothérapie ou même avoir des traitements hormonaux, il va y avoir un impact sur la vie sexuelle du patient. Quand on subit une chirurgie du cancer de la prostate, c'est-à-dire qu'on va enlever complètement la prostate, on a environ 60% des patients 50% des patients qui ne retrouveront pas des érections satisfaisantes pour pouvoir avoir un rapport. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'érection, ça veut dire qu'ils auront besoin d'une aide à l'érection médicamenteuse ou autre. De la même manière, après radiothérapie, 3-4 ans après la radiothérapie, il y a un pourcentage significatif de patients qui vont avoir des troubles de l'érection. Par ailleurs, quand on a été opéré de la prostate, il n'y a plus d'éjaculation, puisqu'on a supprimé le fameux liquide spermatique dont on parlait au début, et donc c'est des patients qui ont les orgasmes secs, quand ils ont des orgasmes.
À l'autre bout du cancer de la prostate, sur les maladies évoluées du cancer de la prostate, on propose un traitement hormonal. Ce traitement hormonal, il consiste à supprimer et empêcher l'action de la testostérone sur le cancer de prostate. Le cancer de prostate a besoin de testostérone pour se développer. C'est son nutriment, c'est son aliment. Et donc, quand la maladie ne peut plus être guérie, on va bloquer l'effet de la testostérone sur le cancer de prostate. La testostérone étant l'hormone mâle qui est responsable du désir sexuel, de la libido, de l'envie. Donc, ce sont les patients qu'on va castrer chimiquement ou chirurgicalement, mais en tout cas pour lesquels on va provoquer une castration. Et donc ils n'auront plus d'hormones mâles et la vie sexuelle en général est très compliquée quand il n'y a pas de libido, quand il n'y a pas de désir sexuel. Donc vous voyez, moi je dis toujours aux patients, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter un cancer de prostate sans qu'il y ait un impact sexuel à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça qu'on a développé pour les cancers de faible risque des stratégies de surveillance active qui permettent de poursuivre une vie normale tant que le cancer ne menace pas le patient. D'accord, on a Rani de 4 bornes, bonjour. Bonjour, namasté. Namasté. Écoute aux questions. C'est moi, mon problème. Tion cassé. Non, là c'est pour expliquer car c'est pas pour le sujet d'aujourd'hui. Vous êtes capable de téléphoner de l'eau 208 49 99 59 99 l'IPAL au sujet. Alors, docteur, dites-nous un peu, donc comment peut-être prévenir la maladie, comment se garder en bonne santé? Alors comme je le disais, il y a des régimes alimentaires plus ou moins protecteurs sur le long terme. Je veux dire, par exemple, on sait que les végétariens, je le disais tout à l'heure, ont un risque diminué, mais c'est végétarien sur 20 ans, sur 30 ans, et voilà. Et de la même manière, ne pas manger trop de graisse brûlée, c'est des régimes qui peuvent éventuellement, sur une longue durée, diminuer légèrement le risque de cancer. Mais le plus important, effectivement, c'est que quand on a un risque identifié, génétique, ethnique, c'est de penser assez tôt dans la vie à faire un premier dépistage, parce que vers 45 ans, parce que le premier PSA qu'on va faire, même s'il n'est pas anormal, il va nous indiquer le risque que le patient a de faire un cancer de prostate à l'avenir. Et on pourra lui dire, revenez, votre PSA est très faible, revenez dans 5 ans. On pourra lui dire, votre PSA il est moyen, écoutez, revenez dans 2-3 ans, on va voir. On pourra leur dire, votre PSA il est correct, mais peut-être un peu dans les limites, revenez l'année prochaine. Vous voyez, donc on peut mettre en place, à partir du premier dosage de PSA qu'on va faire entre 45 et 50 ans, chez les patients à haut risque, et à partir de 50 ans chez les autres, on peut mettre en place une stratégie de surveillance. D'accord. Alors, vous êtes capable de continuer de téléphoner le 208 49 99 59 99. Nous à la direction Cap Malheureux. Nous avons Nazia qui est avec nous. Nazia, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Nazia, nous écoutons. Bonjour. Moi, je suis Cap Malheureux, moi. Oui. J'ai envie de connaître. Il y a un petit symptômes quand il y a un prostate, mais quels symptômes étaient ça? Comment il était? Les symptômes. Disons. Oui, mais moi, un problème que vous gagnez, moi, parfois, quand moi, je fais pipi, tout ça, là, comme je dis, mais tout là, il y a un petit qui reste, là, donc, j'ai trois fois, pour tirer ça, vous ne pas une prostate, ça, non? Alors, si, c'est la prostate qui vous embête, mais c'est pas le cancer de prostate qui vous embête. C'est une pathologie bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse de la prostate, ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate ou l'adénome de prostate. Il faut savoir que, comme je le disais au tout début, la prostate, avec l'âge, va augmenter de volume chez tous les hommes. Et en augmentant de volume, elle va comprimer le canal urinaire et énerver quelque part la vessie. Et donc ça va donner tout un tas de petits signes qui sont la faiblesse du jet, les envies de faire pipi plus fréquentes, les envies de faire pipi plus urgentes, les levées nocturnes pour aller faire pipi. Tous ces petits signes sont liés à l'augmentation de volume de la prostate, mais qui n'a aucun lien avec le cancer de prostate. Le fait d'avoir un adénome, une hypertrophie bénigne, n'expose pas au cancer de prostate. Ce sont deux pathologies différentes qui surviennent sur la même glande. Mais ça permet parfois d'alerter le patient et il peut avoir les deux. Il peut avoir un adénome et un petit cancer de prostate qui débute. Donc quand on voit des patients comme vous qui ont des problèmes urinaires, on va évaluer déjà l'impact de ces problèmes sur l'appareil urinaire. Et puis, ça va être l'occasion éventuellement de faire un PSA et d'examiner le patient et de voir si par ailleurs il n'a pas aussi un risque de cancer de prostate. Et puis, on a des stratégies de traitement pour l'adénome avec des médicaments ou voire avec des interventions chirurgicales qui, celles-là, sont bénignes et n'altèrent pas la vie sexuelle du patient. D'accord. D'accord, Nazia, merci beaucoup pour l'appel. Alors, docteur Omer Morla, est-ce qu'il y a un soutien psychologique que vous avez apporté à un patient qui fait détecter, fait connaître qu'ils étaient un cancer de la prostate? Il est très important. Normalement, le soutien débute au moment de l'annonce. Et très souvent, ça c'est en consultation déjà avec soit l'urologue, soit le médecin traitant. Et
le soutien, bien sûr, il peut débuter à ce moment-là. Après, il peut continuer au fur et à mesure. Normalement, nous donne les autres rendez-vous pour qu'il est capable discute. En général, un patient il panique quand il n'a pas gagné l'information. C'est le manque d'accès à l'information qui fait qu'il nécessite un petit peu sa rassurance là. Mais après, bien sûr, il y a aussi une association qui est présente, qui donne un soutien un petit peu plus à long terme à un patient, soit qui ne fait que diagnostiquer, ou bien un patient qui bien passe par un moyen thérapeutique qui est capable et non ou non certains effets secondaires. D'accord, alors nous pouvons continuer de prendre un appel dans quelques instants. Oui, nous sommes en France de Pointe-Sable, bonjour. Bonjour, toutes les personnes sur le plateau. Bonjour, docteur. Bonjour. Moi, en me posant certaines questions-là, il y a 2 années de cela, moi, je suis admis à l'hôpital pour une embolie pulmonaire. Mais tant que je suis guéri, mais tant que je suis trouvé une grosseur dans mon vessie. Et tant que je fais un examen approfondi, à la clinique qui m'a suivi un traitement maintenant, j'ai constaté qu'il m'a constaté une grosseur un petit peu, mais quand mon pipi a pu me retenir un petit peu après mon pipi. Mais là, il me demande un médicament pour traiter ça grossière là, mais tout le monde est correct là. Pourquoi dire mal médicament sur le plateau là? Oui, on peut mentionner un peu les médicaments. Oui, bien sûr. Oui, mais je prends Contiflo avec un médecin, un neurologue à la clinique là, mais à un certain temps, elle a retiré Conflipo, il m'a donné un Citrofit. Mais là, j'ai rendez-vous pour janvier là, après 6 mois là. Là, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Mais là, j'ai senti une amélioration. Maintenant, je ne suis pas aux toilettes souvent. Auparavant, 5-6 fois, je prends aux toilettes. Mais maintenant, c'est 2 ou 3. C'est normal là? Alors, là, ce dont vous parlez, ce sont... Alors, en dehors de votre problème de vessie qui est totalement différent, ce dont vous parlez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est l'adénome de prostate. Et ça, effectivement, ça se traite avec des médicaments, donc par exemple le Contiflo, par exemple le Silodrift, vous avez pris, c'est ça? Oui. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des alpha-bloquants. Ce sont des médicaments qui permettent d'ouvrir un peu mieux le canal urinaire à la sortie de la prostate. Et donc de mieux vider la vessie et donc d'espacer les moments où vous allez faire pipi. Donc ce sont de bons médicaments qu'on donne en première intention dans ce type de pathologie. Ça peut être associé à d'autres médicaments si nécessaire, en fonction des symptômes. Voilà. D'accord, que France. dire de plus? Mais on a regardé mon PSA, c'est normal. Oui, encore une fois, l'adénome et le cancer sont 2 maladies différentes qui se surviennent au même endroit, mais qui ne sont pas liées l'une à l'autre. Oui. Mais là, je vais regarder les médecins pour le mois de janvier pour voir ce qu'on va faire. Soit on va continuer avec des médicaments. Mais tout est devenu normal. Là. En général, dans l'adénome de prostate, si le patient est amélioré par les traitements, et s'il ne fait pas de complications de sa maladie, eh bien, on le laisse sous traitement. C'est pas un traitement qui vous guérit de quoi que ce soit, c'est un traitement qui permet de gérer la gêne au quotidien. Par contre, si le traitement ne marche plus, ou si nous, on découvre des complications de la maladie, sur les reins, sur la vessie, éventuellement, ça peut déboucher sur une petite intervention chirurgicale pour déboucher le canal urinaire. Mais je suis dans la crainte là, parce que j'ai 2 parents qui sont morts du cancer de la prostate. Alors, du côté de ma maman. D'accord, donc effectivement, cette situation vous expose de manière plus importante que la population générale à faire un cancer de prostate. Oui. Comme je le disais, quand on a des membres de sa famille directe qui ont fait des cancers de prostate, vous avez un risque augmenté. Et donc, si votre PSA était normal, il y a 0 souci, mais par contre, dans votre situation, je ne sais pas quel âge vous avez, mais dans votre situation... 72 ans, j'ai 72 voilà, donc, 72 ans, dans votre situation, il est recommandé de faire un PSA annuel pour ne pas passer à côté d'une maladie débutante. Oui, merci. C'est compris, merci. Merci à vous, France. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, on a aussi des questions sur notre live Facebook. Nous avons Jean-Marc qui peut demander nous. Est-ce que les pilules Prostacare sont efficaces? Est-ce que ça aide ou prévient les risques? Je ne sais pas ce qu'il y a dans Prostacare, mais vous savez, en pharmacie, on trouve tout un tas de cocktails vitaminaux, oligo-éléments, extraits de plantes, qui
qui relèvent bien souvent de la pharmacopée traditionnelle, mais qui, pour la plupart, n'ont jamais été testés scientifiquement versus placebo, pour dire oui, effectivement, ces molécules-là sont meilleures que le placebo pour l'adénome de prostate, pour le cancer de prostate, blablabla. Donc, après, Prostabiol, Prostacare, Prostamachin, il y a des rayons entiers dans les pharmacies ou les parapharmacies. En matière de plantes, et on parle encore une fois de l'adénome de prostate et non plus du cancer de la prostate, en matière de plantes, il n'y a qu'une plante qui a prouvé son efficacité scientifiquement, c'est le palmier nain de Floride, c'est ce qu'on appelle Sao Palmetto en anglais, et qu'on retrouve dans diverses préparations, y compris ces préparations, probablement dans le Prostacare, et qu'on retrouve à l'état concentré dans certains médicaments prescrits dans l'adénome de prostate. Mais encore une fois, toutes ces préparations pharmaceutiques, c'est du bien-être, on va dire, mais ça n'a pas fait de preuve scientifique de leur efficacité. D'accord. Alors, autre question, le tabagisme ou la consommation d'alcool ont-ils un lien direct avec le cancer de la prostate? C'est pas pour autant que je vais conseiller de fumer ou boire, mais le tabac a un impact. Le tabagisme va donner des cancers du poumon, mais de la vessie. Dans le domaine urologique, 85%, 90% des cancers de vessie sont liés à une consommation de tabac. Par contre, le tabac, l'alcool n'ont pas d'incidence sur le cancer de prostate. D'accord, alors autre question aussi qui nous peut gagner, le WhatsApp, le 5894-4999. L'exercice physique peut-il avoir un impact sur la prévention du cancer ou sur l'amélioration du pronostic chez les patients diagnostiqués? Alors, l'exercice physique, c'est bon pour tout. J'ai envie de dire. Par exemple, je disais que l'obésité est un facteur de risque du cancer de prostate. L'exercice physique permet de lutter contre l'obésité et donc indirectement permet de diminuer le risque de cancer de prostate agressif. C'est bon pour le moral aussi. Et le moral, vous le savez, quand on est atteint d'une maladie cancéreuse, c'est extrêmement important. Donc oui, l'exercice physique, mais c'est une recommandation générale. Je peux vous dire pour l'hypertension, pour le diabète, pour le cancer. La liste des maladies qui bénéficient d'un exercice physique régulier, elle est longue. D'accord. Alors, docteur Oumar Morla, j'aimerais peut-être une personne qui peut écouter nous là, je peux intéresser peut-être venir à la clinique, faire un dépistage, get un si cette prostate en bonne santé. Comment ça peut faire pour est-ce qu'il y a un rendez-vous? Comment ça peut faire? Alors, nous, il est extrêmement simple pour faire un dépistage. Nous, n'est là pour téléphone directement à la clinique, donc notamment à un endroit que le docteur travaille dans Forbach, à Tamarin et à Rosilde, à la clinique Bon Pasteur. Il est extrêmement simple. C'est juste prendre une consultation. Après, c'est un parcours de patient qui peut être tracé pour le patient. Donc, on rappelle mon numéro de téléphone là, on ne sait pas nous faire à l'antenne et parce que c'est quelque chose qui a trait avec un dépistage. Donc à Forbach, c'est le 260 81 81. À Tamarin, c'est le 460 19 00. Et à Rosilde, c'est le 401 95 00. Donc on va dire Forbach 260 8181. Tamarin 460 19 00 et à Rosilde 401 95 00. Et à partir de là, dès qu'ils ont prend un rendez-vous avec l'urologue, comment on peut dire, le parcours du patient, il peut tracer pour eux. Alors, docteur Jean-François, disait peut-être un dernier mot pour peut-être ceux qui ont peur, bien sûr, de faire le dépistage, ou ceux qui sont déjà toujours, il ne faut pas avoir peur du docteur, il faut avoir peur de la maladie. Ouais. Et encore une fois, ce dépistage, il est simple. Alors, j'en ai pas parlé de manière un peu volontaire, mais le dépistage, c'est le PSA, mais c'est aussi un examen de la prostate. Et l'examen de la prostate, c'est ce qu'on appelle un toucher rectal. C'est-à-dire qu'on met un doigt dans l'anus de manière à pouvoir toucher la prostate qui se trouve à cet endroit-là. Et ça freine pas mal de monde. Parce que, pour des raisons diverses, on va dire. En tout cas, dans certaines situations, on peut se passer de toucher rectal, mais malheureusement, c'est un très bon examen qui permet d'apprécier le volume prostatique et la consistance de la prostate, parce que quand se développe un cancer dans la prostate, comme dans le testicule, on va voir apparaître une induration à l'intérieur de la prostate qu'on palpe très bien avec le toucher rectal. C'est court, ça prend quelques secondes et il faut en accepter l'augure. Les femmes ont l'habitude de se faire examiner par les gynécologues et les hommes devraient prendre l'habitude, à partir d'un certain âge, d'être examinés par un urologue. D'accord, et quels sont les aliments peut-être à privilégier ou à éviter? Comme je le disais tout à l'heure, éviter trop souvent le barbecue et
ou les graisses animales brûlées, hein, la peau un peu brûlée, tout ça crée des dérivés qui sont agressifs pour la prostate. Et puis, à l'inverse, des régimes de type asiatique, on a parlé du régime Okinawa, où les gens mangent du poisson cru, du soja, des choses comme ça, qui sont protectrices, des régimes qui est protecteur du cancer de prostate. En privilégiant des lycopènes aussi, qu'on retrouve, comme je le disais, dans les tomates, dans le pastèque, dans les grenades, dans les aliments rouges. Donc en mangeant des tomates régulièrement, en mangeant des fruits rouges régulièrement, on diminue très légèrement le risque de développer un cancer de prostate. En plus, ça rime la tomate pour la prostate. La tomate et prostate, oui, sont des amis pour la vie. Très bien. Voilà, merci à vous, docteur Jean-François Bizet, urologue. Life Viva Clinique se trouve à Forbach, Tamarin et Rosil. Et merci aussi à docteur Oumar Morla, qui est généraliste et operations manager de la clinique Life Viva. Bien sûr, vous êtes capable de prendre ce rendez-vous et consulter avec docteur pour la santé de cette prostate ou testicule. Et nous remercions aussi auditeur pour cette bonne question, le 208 49 99 59 99. Nous remercions Vénen Koulen et Roshan Chouni à la réalisation de cette émission, Jean-Marie Saint-Cyr pour la coordination, Mansekin prend nous au milieu de l'émission. Vous êtes capable de suivre l'émission sur la page Facebook Radio Plus et l'odéfimédia.info. Dans quelques instants, vous retrouvez emilypayen.flash et juste après, vous retrouvez Harry Pouloussami. Passez une belle journée sur Radio Plus. Merci. Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Chez Life Together, nous faisons plus que vous soigner. Nous sommes à vos côtés avec attention et bienveillance à chaque étape de votre parcours de santé et de bien-être. Dans nos cliniques de Forbach, Tamarin et à la clinique Bon Pasteur à Rosil, vous bénéficiez de services médicaux complets. Consultation, imagerie, analyse laboratoire, urgence, chirurgie, maternité, réhabilitation et hospitalisation à domicile. Life Together, parce que votre santé nous tient à cœur. Plus d'informations sur lifetogether.mu.